Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de 2033. Mon invité du jour est une personne qui m'a particulièrement inspirée dans mon aventure avec le design. Audacieux et scandaleusement persévérant, c'est un jeune qui n'a ni peur de clamer ses convictions, ni d'amorcer des changements radicaux quand il le juge nécessaire. Olafemi Adjinda nous fait l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui et je vous invite à le découvrir. Bonjour Olafemi. Bonjour Anne-Marie. Alors, en considérant ton parcours, la première question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on passe d'une licence en agronomie pour un master en International Digital Design? Alors, comment est-ce qu'on passe d'une licence en agro à un master en design digital? Ce que moi je dirais, c'est que après mon bac, j'ai candidaté pour 2 universités, ENEAM en informatique de gestion et la faculté des sciences agronomiques. Et j'ai été pris dans les 2 écoles. Et ce qui a fait que j'ai décidé d'aller en agro, c'était que j'étais convaincu que je pouvais apprendre l'informatique par moi-même, seul, sans l'aide de quelqu'un, et que pour être compétent en agronomie, il fallait que j'aille en école d'agronomie. Et quand j'allais en agronomie, un peu comme tout le monde avec les études, j'avais des attentes. J'avais des attentes. Je m'attendais à ce qu'on m'enseigne comment est-ce qu'on produit différentes variétés de cultures, qu'on m'apprenne à transformer ces cultures-là en produits finis et que j'apprenne aussi à commercialiser ces produits-là. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on m'apprenne à élever des vaches, à traire le lait de vache, à transformer le lait de vache en fromage. J'avais une certaine attente. Mais quand je suis arrivé, déjà, j'ai eu un peu de déception parce que notre premier cours, c'était 8 heures de mathématiques et moi, je détestais les maths. Et j'aimais bien l'idée de ne pas faire informatique parce que j'aurais pas eu à faire des maths. Mes premières journées, 4 heures d'algèbre, 4 heures d'analyse et c'était intense. Mais durant toute la formation en agronomie, j'ai compris que, en fait, l'agronome, c'est le médecin de l'agriculture. C'est la science qui vient aider l'agriculture à être performante. C'est pas la pratique en soi de l'agriculture, mais c'est vraiment une science qui aide l'agriculture à mieux performer. Et durant mon parcours en agronomie, après la première année, je me suis rendu compte que ce que j'obtenais ne correspondait pas en fait à ce à quoi j'aspirais. Et que malheureusement, la plupart de mes profs n'étaient pas riches. Donc moi, je voulais être riche. Et je ne voyais pas en mes professeurs, je vais dire, l'aisance que je pensais que être agronome ou agriculteur pourrait offrir. Et je me suis mis à apprendre autre chose de côté parce qu'au-delà de ce constat-là, je me suis dit, ok, on est 400 étudiants, il y a 15 000 étudiants qui sortent par an du campus. Je ne veux pas être égal à tout le monde. Je veux avoir quelque chose de plus, je veux avoir quelque chose de différent. Et j'ai commencé par apprendre à coder. Okay. Donc, une fois que j'ai commencé par apprendre à coder, j'ai fait le classique développement front-end, HTML, CSS, PHP, JavaScript, un peu de programmation orientée objet. Et en fait, à un moment dans mon apprentissage, je suivais des cours sur le site du Zéro, qui est aujourd'hui Open Classroom de Mathieu Nebra. Il y a le cours qui disait que une fois qu'on sait coder maintenant, pour coder, on a besoin d'apprendre à concevoir les logiciels qui permettent de construire des sites. Enfin, il disait, je vais me reprendre sur celle-ci. Donc, à la fin de l'un des cours, Mathieu Nebra disait qu'une fois que maintenant on sait construire des sites, on avait besoin de maquettes de sites web et qu'il fallait apprendre à faire les maquettes des sites qu'on veut construire. Et du coup, il introduisait son cours sur Photoshop. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai appris à utiliser Photoshop pour construire des sites web.
Et j'étais en deuxième année d'agronomie quand tout ça se passait. Puis ensuite, je suis passé en troisième année. Et là, en fait, j'avais commencé par utiliser Photoshop de façon fréquente. J'étais tout le temps dans mon ordinateur. Et j'étais un peu le geek de ma classe. Et bah, c'était en fait pour moi, j'avais un plan, je devais faire un site web qui allait permettre aux gens de louer facilement les maisons dans Abomey-Calavi. Et l'anecdote par rapport à ça, c'est que j'étais avec un ami de la FSA et il cherchait une maison à louer pour son grand frère. Et il m'a demandé de l'aider dans la recherche et je lui ai dit, bon, on va aller chercher sur Google. Parce que moi, ayant grandi à Cotonou, j'étais fan de la recherche Google. Et il me dit, mais tu es malade, comment est-ce qu'on va trouver des maisons à louer sur Google? Et moi, j'étais choqué, je dis, mais enfin, quand tu cherches quelque chose, tu cherches sur Google et tu trouves. Et on était en 2014-2015. Et en fait, ce n'était pas une réalité du Bénin, apparemment à cette époque-là, de chercher des maisons à louer sur Google. Il fallait aller faire de porte en porte, taper chez les gens et demander, est-ce que vous avez des maisons à louer ici? Et en fait, on a fait ça dans Calavi. Soit tu trouvais un démarcheur, soit tu tapais de porte en porte. Et pour moi, c'était ahurissant. Donc, tout ce que j'apprenais en cours, je me suis dit, OK, je vais faire la maquette d'un site web de location et je vais créer le site web pour que les gens puissent trouver désormais leur maison sur Google. Et c'est comme ça que je vais commencer par apprendre à faire des maquettes. On va me flag, ou on va m'étiqueter comme le geek de la FSA. Et ça va faire que désormais, quand les gens ils ont besoin de cartes de visite, d'affiches ou de t-shirts pour les journées de l'étudiant agronome ou pour des événements, ils viendront me voir et ils vont dire « Ok, on l'a fait, mais on a besoin d'une affiche ». Et moi, ma réponse, c'est « Je ne sais pas faire des affiches ». Et on me dit « Mais on te voit utiliser Photoshop ». Non, je réponds « Oui ». On te dit « Tu es fort avec l'ordinateur ». Je réponds « Oui ». Donc, tu dois pouvoir faire des affiches. C'est facile. Et en fait, pour les gens, c'est que dès que tu sais utiliser le logiciel et que tu as une dextérité avec l'ordinateur, bah, tu sais faire tout ce qu'on peut imaginer avec la machine. Et moi, en fait, au départ, je disais non. Mais après, puisqu'ils insistaient, j'allais regarder des tutos, comment est-ce qu'on fait une affiche, et je m'étais mis à apprendre. Donc, d'une affiche, c'est parti sur des cartes de visite. Après, j'ai intégré un laboratoire qui avait plusieurs startups pour lesquelles il fallait faire du packaging. Donc, j'ai eu des expériences où j'ai fait des packaging. Après, il fallait faire un logo. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, une troisième startup, un troisième logo. Et en fait, à aucun moment de ma vie, je ne pensais que je ferais un jour du design. Je ne savais même pas c'était quoi le design. Et enfin, je dis souvent que j'ai commencé par faire du design par accident. Parce qu'à aucun moment, moi, lorsque j'apprenais Photoshop, j'avais l'idée que le métier qui consistait à faire des maquettes de sites web allait devenir mon métier. Je voulais créer mon site web pour que les gens évitent de faire du porte-à-porte pour chercher leur maison. Et donc, c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, j'ai commencé par faire beaucoup de prestations, de services en design et que j'ai commencé par développer cette appétence-là pour le design. Maintenant, il y aura quelque chose qui va se passer. Moi, étant à la FSA, je voulais préparer un examen qui s'appelle le TOEFL, Test of English as a Foreign Language, parce que je voulais aller étudier la bioinformatique. C'était pour moi à l'époque le sweet spot pour allier ma passion pour l'agronomie et mon amour pour l'informatique. C'était de faire de la bioinformatique. Et la bioinformatique, c'est quoi? C'est l'analyse des génomes grâce à un ordinateur. Et moi, j'étais passionné de génétique. Et je travaillais dans un laboratoire de génétique et c'est justement là où j'ai fait les logos pour les startups du laboratoire. Donc, je voulais me préparer pour ce TOEFL-là. Et en fait, dans les préparations, j'ai téléchargé près de, je sais pas, 200 audios différents de cours en anglais, de tests de TOEFL. Et j'ai acheté un petit baladeur et des écouteurs. Et tout le temps, quand j'étais à la ferme, j'avais toujours mes écouteurs. Et j'écoutais les cours en anglais, j'écoutais les audios en anglais, j'écoutais des TED Talks en anglais, j'écoutais du motivation en anglais. Et ce qui se passe quand on écoute beaucoup de TED Talks, et enfin c'était des pistes qui jouaient en boucle. C'est qu'à un moment, j'avais commencé par percevoir les mots que j'entendais et à un moment, j'avais commencé par comprendre le message que j'écoutais. Et c'est ça qui va
créer le virage de l'agro vers le design parce que je vais découvrir le vision board, je vais découvrir c'est quoi avoir des objectifs, c'est quoi avoir des aspirations dans la vie, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs, pourquoi la lecture est super importante, pourquoi le sport est super important. Je vais découvrir dans cette période-là où je consommais du contenu pour améliorer mon anglais. Je vais découvrir en fait beaucoup de pans de la vie, on va appeler ça des soft skills, qui vont venir enrichir ma personne. Et je vais me poser un ultimatum. Je vais me poser un ultimatum et je vais dire soit moi je vais dans la meilleure université d'agronomie au monde, dans l'une des meilleures universités d'agronomie au monde pour faire de la bioinformatique, ou j'abandonne l'agronomie et je fais du design, ou je fais de l'informatique. Et en fait, pour moi, c'était très clair. Je disais, c'est assez drôle, mais je disais, je veux être le meilleur bioinformaticien qui existe. Et pour ça, je devais aller dans la meilleure université de bioinformatique. J'ai fait les recherches. J'ai vu l'université de Californie à Davis aux États-Unis et j'ai vu l'université de recherche Wageningen qui est, les deux ont compétit. Il y a une troisième université, Cornell University, ont compétit pendant des années pour ce qui est de l'agronomie dans les 3 tops. Donc, il fallait passer le TOEFL, il fallait passer le GRE, le SAT et plein de tests pour montrer qu'on était vraiment capable d'étudier à ce niveau-là parce que j'avais déjà une licence et je voulais faire un master. Donc pour les États-Unis, ça a été très tôt impossible parce que le GRE, le SAT, c'était des tests qui coûtaient cher et il y avait beaucoup trop de contraintes et moi j'étais seul. Je n'avais pas d'aide pour m'accompagner dans cette démarche de je vais aller étudier dans les meilleures universités du monde. Pour ce qui est de Wageningen, le requirement c'était d'avoir 80 au TOEFL. J'ai passé le TOEFL, j'ai eu les 103 et j'ai postulé à Wageningen. Mais Wageningen m'a rejeté. Wageningen m'a rejeté parce que j'ai une formation en agronomie qui n'est pas orientée biologie et génétique pure, mais sciences et techniques de production végétale et je n'ai pas le background nécessaire en programmation. Donc moi, je me disais, je suis fort en informatique, je m'en sors en programmation orientée objet. Je me disais que je pouvais en fait m'en sortir, mais ils ne m'ont pas pris. Et l'ultimatum était clair, c'est soit je suis pris dans l'une des meilleures universités, soit je démissionne. Et voilà comment j'ai démissionné de l'agronomie. J'ai écrit une lettre de démission, j'ai dit que j'allais me chercher ailleurs. Et j'ai commencé par m'intéresser à l'informatique de façon beaucoup plus sérieuse. Et en fait, je n'avais aucun réseau dans le monde de la tech au Bénin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par aller à tous les événements qui étaient organisés, où il y avait de l'informatique. J'allais sur Eventbrite, c'était avant le Covid. J'allais sur Eventbrite, je m'inscrivais à tous les événements. J'ai découvert Semecity et ils faisaient beaucoup de choses qui avaient rapport à l'informatique. Je venais beaucoup à leurs différentes séances. Et j'ai entre-temps créé une entreprise de design, de prestation de services en design. J'ai aussi entre-temps fait un stage de 6 mois dans une entreprise de design parce que je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir comment est-ce que quelqu'un d'autre faisait ce travail-là avant moi-même de me lancer pleinement parce que je n'avais pas les bases, j'avais les bases techniques, mais je n'avais pas les bases structurelles, organisationnelles, je ne savais pas comment trouver les contrats. Donc j'ai fait 8 mois à Switch, atelier de Roland Mbadji. Et après ces 6 mois, 8 mois, je suis passé en autonome avec ma propre boîte à outils. J'ai participé à des dizaines d'événements de Semecity. J'ai participé au Challenge Fund, la première édition. Je suis arrivé en demi-finale. Et en fait, à chaque fois, c'était de nouvelles connaissances, c'était de nouvelles compétences que j'acquérais, tant dans les relations humaines que dans la capacité à faire du design. Et pour finir, un jour, j'ai rencontré une personne que je respecte beaucoup, Claire Razoumen, qui m'a pitché le projet Africa Design School. Et en fait, elle me l'a pitché d'une manière où j'étais juste en mode, c'est ce que je veux faire ça. C'est ce que je veux faire ça. Le curricula tel qu'elle me l'a présenté, c'était juste pour moi. Je ne pouvais pas manquer l'opportunité. Et après, moi aussi, je suis un peu stratège parce que j'ai une boîte et je me suis dit, ok, j'ai 2 possibilités avec cette école.
j'ai les compétences, j'ai les capacités. Soit j'essaie d'entrer dans l'écosystème en étant formateur, soit j'essaie d'entrer dans l'écosystème en étant étudiant. Et j'ai choisi la formule étudiant pour plusieurs raisons. Un, j'avais besoin de réseau, de connaître mes camarades et de savoir sur qui je pouvais compter. Et j'avais besoin d'avoir une certaine proximité avec les étudiants d'Epitech parce que je disais, moi je suis designer, je veux recruter des designers, des développeurs et je n'ai pas besoin que ce soit dans une position verticale, mais que ce soit dans une position horizontale qui ait une certaine proximité et que je côtoie ces gens pour connaître leur psychologie, leur personnalité afin de pouvoir me projeter, travailler avec eux. Donc il y avait le côté identifier des talents et recruter qui était parmi mes objectifs. Il y avait aussi un autre volet où Semecity à l'époque organisait beaucoup de rencontres, les petits déjeuners de l'entrepreneur où beaucoup d'entrepreneurs de l'écosystème se retrouvaient et je me suis dit, en tant que membre de l'écosystème, c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir accès à ces différents entrepreneurs-là et étudiants pour échanger avec eux, leur vendre les services de mon entreprise. Donc c'est fort de tout cela que j'ai décidé en fait en 2019 de m'inscrire à Africa Design School. Et en 2019, je gagnais déjà beaucoup d'argent, en tout cas pour l'époque et pour ce dont j'avais besoin avec le design, mais j'ai décidé de laisser ça et de m'inscrire en tant qu'étudiant. Et après ça, en fait, après le DN MAD, je me suis rendu compte que, ok, le Bénin, j'ai un réseau, mais il me manque un réseau à l'international. Je vais aller voir plus grand. Les 3 ans à Africa Design School, j'ai tenu ma boîte, j'ai fait plein de contrats, j'ai été un étudiant, j'ai rendu mes projets, mais je me suis rendu compte que d'une certaine façon, toujours niveau stratégie, je voyais que je commençais déjà à comprendre l'écosystème d'ici, en tout cas du Bénin, et j'avais envie de voir un autre écosystème. Donc moi, j'ai voulu postuler au Canada au départ, dans la branche de l'école de design qui est au Canada, à cause des histoires de visa, etc. Je n'ai pas pu, mais je me suis rabattu sur la France avec pour objectif que dès que j'arrive en France, je devais faire mon master en alternance pour pouvoir travailler dans une entreprise et apprendre d'une entreprise française comment est-ce qu'elle fonctionne en termes de prestation de services en design pour pouvoir répliquer toutes les leçons sur ma boîte au Bénin. Donc c'est un peu ça le chemin, c'est un chemin assez, je vais dire, c'est pas un chemin clair. C'est pas que dès le départ je savais que j'allais devenir un jour un designer dans une grande boîte. Non, moi je voulais faire mon agronomie tranquille. Et voilà en fait comment, rien qu'en écoutant des podcasts en voulant préparer un test d'anglais, en écoutant des podcasts, ça a ouvert mon esprit sur un ensemble de possibilités auxquelles je n'avais pas accès. Et dès le moment que mon esprit s'est ouvert sur cet ensemble de possibilités-là, ça m'a donné le courage d'aller chercher autre chose que ce que je pouvais apercevoir. Et une fois que je suis rentré dans l'écosystème de Semecity, que j'ai fait Africa Design School, ça m'a aussi donné envie de sortir du Bénin et d'aller regarder le monde. Donc, voilà un peu. Ouais, c'est dingue. C'est dingue en soi parce que on constate bien que tu n'es pas resté statique. Tu as appris de chaque étape de ton parcours et à chaque fois tu cherchais à élargir tes horizons. Ok, je suis à un point A aujourd'hui, je ne veux pas rester au point A. Pour passer au point B, bien y arriver, voilà ce que je pense qu'il vaut mieux faire. Et c'est très très intéressant. Tu as parlé de Africa Design School où tu commences en 2019. Et pour ce que je sais, parce que je te suis quand même sur les réseaux sociaux, je regarde un peu tes statuts, et il y a les Iowa Talks. Les Iowa Talks dont l'idée t'est venue déjà en 2021. Mais c'est en 2023 seulement que le monde, ou plutôt l'écosystème, prend connaissance de ce talk-là et rejoint ta communauté. Quel est ton rapport à la fixation et à la réalisation de tes objectifs? Parce que c'est quand même 2 ans qu'il t'a fallu pour mûrir cette idée-là. Okay. Je dirais, si je suis allé
à Africa Design School, c'est parce qu'en 2017, je me suis fixé des objectifs qui m'ont donné la possibilité d'aller à Africa Design School. Et si en 2017, je me suis fixé des objectifs, c'est parce que après ma licence en 2016, lorsque je préparais le TOEFL, j'ai découvert en lisant, en écoutant des podcasts, en fréquentant le Centre culturel américain, un concept qu'on a appelé le Vision Board, qui m'a permis en fait de me donner le temps de faire tout ça. Donc, je vais en venir au Iowa Talk, mais je vais expliquer un peu moi mon approche avec les objectifs. Pour moi, je sais d'expérience que la plupart des gens fixent mal les objectifs et en fait, en fixant mal les objectifs, n'arrivent jamais à les atteindre. Chaque début d'année, on fixe de nouveaux objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Et mon approche avec les objectifs est le suivant. Je définis la personne que j'ai envie d'être dans 40 ans. Ça a été mon approche. Dans 40 ans, qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment est-ce que je me vois? Et je fais des photos ou je fais un collage avec des photos, des images qui décrivent cette personne-là que j'ai envie d'être. Et en fait, une fois que je sais qui j'ai envie d'être, je me fixe des objectifs par rapport à qui j'ai envie d'être et non à qui je suis actuellement et non à qui je suis dans la situation. Et tant que celui que j'ai envie d'être ne change pas, en principe, mes objectifs ne doivent pas changer. Et puisque je me donne 40 ans, je ne peux pas échouer dans l'atteinte des objectifs tant que je n'ai pas épuisé le délai de 40 ans. Et en fait, du coup, moi, l'une des choses qui me tient à cœur, c'est de transmettre du savoir. C'est de partager mes connaissances. Et dans la façon dont je m'étais défini, c'est de me dire, je veux que, parce que je viens j'ai grandi les 4 premières années de ma vie dans un village du Nord qu'on appelle Sinanserigui, à 15 km de Parakou. Et en fait, je me suis dit, je veux qu'un petit à Sinanserigui qui naît et qui ne voit que des vaches et des champs, quand il va entendre mon histoire, il se dise, je peux et je vais aller travailler un jour, je ne sais pas, à la NASA, je dis n'importe quoi, ce n'est pas forcément là l'endroit, mais en fait, qu'il n'ait aucune limitation dans ses rêves. Et en fait, pour pouvoir permettre à un enfant, un jour, qui voit une vidéo de moi, de se dire ça, il fallait que je puisse transmettre du savoir, que je puisse vivre une certaine vie exemplaire. Et ça, c'est quelqu'un que j'ai envie d'être. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment pour moi l'approche qu'il faut pour se fixer des objectifs. Et tant que tu te fixes des objectifs ainsi, les objectifs ne peuvent pas changer et ton rapport à l'échec de l'objectif est différent. Donc, en 2017, je me suis donné 3 ans pour explorer tout ce qui me passe par la tête. Je me suis dit, voilà, mais je te donne 3 ans. Fais tout ce qui te passe par la tête. J'ai créé une entreprise, j'ai fait un stage et je me suis inscrit en école. Donc, à aucun moment, je n'avais de contrainte de est-ce que je fais la bonne chose. Je sais juste que je fais tout ce dont j'ai envie. Si j'ai envie de vendre de l'eau, je vends de l'eau. Si j'ai envie, tant que je suis dans le time frame des 3 ans là, où je me suis dit aujourd'hui, tu ne sais pas encore ce qui va te rapporter, mais teste le maximum de choses. Et quand j'ai fini de faire ça, je suis arrivé à Africa Design School. Et en arrivant à Africa Design School, en 2e année, il y avait un semestre où l'école a fixé un thème qui est l'afrofuturisme. Et on devait travailler tous nos travaux, toutes nos lectures devraient être dans le thème de l'afrofuturisme. Et quand on a commencé par discuter de l'afrofuturisme, moi, ça m'a révolté, ça m'a fâché. Parce que je suis une personne aussi très idéologique et très philosophique dans ses approches, je me suis dit, mais quand je vois la façon dont la littérature représente l'afrofuturisme, quand je vois la façon dont l'art et les artistes généralement représentent l'afrofuturisme, c'est une sorte de science-fiction où on projette, je ne sais pas, un Zémidjan dans l'espace, ou enfin, dans la façon de projeter, c'est très technologique, c'est très high-tech.
Et moi, en fait, Dérangé. ça m'a dérangé, ça m'a pas que dérangé, ça m'a révolté. Je pense que c'est le bon mot à utiliser. Ça m'a révolté parce que je me suis dit, OK, l'Occident a ses aspirations et l'Occident a des envies de haute technologie. Moi, j'ai fait l'agronomie. Les gens, ils ont du mal à avoir de l'eau potable. Les gens, ils ont du mal à manger. Les gens, ils ont du mal à envoyer leurs enfants à l'hôpital. Les gens, ils n'ont pas d'électricité. Parce que quand tu vas en stage en milieu rural, tu n'as pas ces conditions-là qu'on vit en ville. Donc en fait, quand moi je pense et je sais que 60% de la population vit dans une autre réalité, le fait que la façon dont on projette l'Afrique, ce soit dans un monde où tout science-fiction, très hautement connecté, ça m'a paru en déphasage avec nos réalités. Et ces mouvements afrofuturistes, dans la littérature, ceux qui avaient écrit le plus, ceux qui avaient fait le plus, c'était des afro-descendants qui étaient aux États-Unis et qui étaient en Europe généralement et pas en Afrique. Et je me suis dit, en fait, on a l'habitude de se plaindre et se plaindre est quelque chose que moi je déteste, mais en vrai, eux, ils disent ce que eux, ils pensent de ce que l'Afrique ou de ce que Afro, être noir de peau, devrait être. Et tant qu'on va laisser les autres continuer par nous dire c'est quoi le développement, qu'est-ce qui devrait être notre futur, nous n'allons jamais créer un futur qui correspond à ce que nous, on a envie d'avoir. On court, on fait la course au développement, on fait la course pour devenir un pays développé. Mais qu'est-ce que pour l'Africain qui est, ou pour le Béninois qui est au bout de Karim-Maman, c'est qu'être développé? Enfin, de quoi il a besoin? Et en fait, pour moi, il faut qu'on lui donne la parole pour qu'il dise ce dont il a besoin. Et il faut que nous, les jeunes, nous prenions la parole et que nous disions avec notre bouche et en fonction de notre vécu ce que nous pensons vouloir. Et c'est là, en fait, je me suis dit, OK, il faut que j'organise toujours dans le sens de comment est-ce que je partage le savoir, une conférence où on invite des gens pour qu'ils viennent parler de comment est-ce qu'ils voient notre futur. Et le mot Ayewa c'est un mot Yoruba, Ayewa. Et Ayewa, ça veut dire Aye, notre vie, notre existence, Wa, la nôtre. Donc Aye, la vie, et Wa, notre. Donc la vie qui est nôtre, c'est ça qui est c'est de là vient le mot Ayewa. Donc l'idée au départ, c'était de faire des conférences. Et j'en ai parlé, j'ai exposé ma vision à mes camarades de classe. Il y avait des gens qui étaient intéressés. Mais bon, on était des étudiants, on n'avait pas le temps, il y avait les projets. Et deuxième chose, généralement, par rapport à se fixer des objectifs, quand vous fixez des objectifs, il y aura toujours de bonnes raisons de ne pas atteindre ces objectifs. Il y aura toujours de très bonnes raisons en plus. Ce n'est pas qu'il y a juste des raisons, il y a de très bonnes raisons et il y aura toujours de très bons facteurs qui vont vous empêcher d'atteindre l'objectif. Donc en 2020, en 2021, en deuxième année, on n'a pas pu. En 2022, en troisième année, on n'a pas pu. Et le projet est passé un peu aux oubliettes. Sauf que moi, je suis obsessionnel sur ce que j'ai envie de faire. Donc en 2023, je me suis dit, OK, start where you are with whatever you have. C'est aussi l'une des choses que j'ai appris des nombreux TED Talks et vidéos que j'écoutais dans l'époque. Mais c'est quand tu veux faire un truc, tu commences avec ce que tu as là où tu es. Et je me suis levé un jour, j'ai demandé un visuel à mon équipe pour parler de la conférence. Je me suis dit, OK, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'infrastructure pour organiser un truc en physique. Je n'ai pas l'équipe, je n'ai pas l'accompagnement, je n'ai pas rédigé un projet. Mais je vais faire un Google Form et je vais publier sur les réseaux sociaux et voir quel est l'engouement. J'ai fait ça, j'ai publié 35 inscrits pour la première séance. J'ai dit, mais enfin, il y a des gens qui sont intéressés. J'étais en France et on l'a fait en Google Meet. J'ai continué par publier deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Et aujourd'hui, du premier Ayewa Talk, on était 35 inscrits. On est 300 dans la newsletter. Et les gens viennent de France, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Sénégal, des gens que je ne connais
absolument pas, mais qui participent à nos meets en ligne. Et généralement, quand on fait des Iowa Talk, on n'a pas les 300 en même temps, mais on a entre 20 et 30 personnes par séance. J'ai pu faire intervenir des gens qui ont créé des choses en Afrique, j'ai pu faire intervenir des développeurs, des designers, des gens qui ont fait des carrières, qui ont partagé leur expérience et qui ont permis à ceux qui ont moins d'expérience de relate et de se rendre compte que les difficultés qu'ils vivent actuellement sont universelles. C'est pas lié à eux, c'est lié à la vie et c'est lié au chemin qu'ils sont en train d'apprendre. Et quand tu es seul dans ton coin et tu penses que cette difficulté que je suis en train d'avoir, c'est moi le problème, et que tu entends quelqu'un qui a déjà passé un certain niveau, qui te dit j'ai la même difficulté, je l'ai eu, je continue de l'avoir, c'est juste que mon approche ou mon attitude par rapport à la difficulté a changé, tu te sens rassuré et tu as beaucoup plus confiance en toi. Donc en fait, voilà comment je me suis fixé l'objectif d'organiser des conférences à Iowa à cause d'un cours, à cause de l'afrofuturisme. Voilà comment les circonstances de la vie m'ont empêché de réaliser cet objectif. Et voilà en fait, à un moment, étant obsessionnel et étant convaincu qu'au soir de ma vie, si j'en ai un jour, je veux être un gars qui aura inspiré d'autres à faire de bonnes choses. Je me suis dit, commençons par un Google Form et par un Google Meet et on verra ce que ça donne. J'ai déjà eu l'opportunité de suivre les Iowa Talks. Je fais partie de la communauté, j'en suis très ravie. J'ai appris beaucoup de choses. Je me rappelle au début, je prenais des notes. C'est-à-dire chaque épisode a un keep note dans lequel je prends toutes mes notes pour pouvoir me ramener à ça. Et je pense même après l'épisode de Naël, j'ai pris contact avec lui parce que je trouvais son profil aussi très très intéressant et tout ça. Et donc, quand même dans ta manière de gérer, je constate une combinaison persévérance, patience très 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 inédite, je vais dire. Et là, il y a deux choses qui me viennent déjà. Quand je parle de patience, je vois que tu as parfois l'habitude, ou bien tu as cette... Comment on appelle ça? Fond d'écran. Voilà, ce fond d'écran là où on écrit Patience Man. Et ça vient d'où en fait, Patience Man? Ok. C'est une combinaison de lecture et de visionnage de vidéos. Patience Man, dit comme ça vient d'un influenceur américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Et c'est dans l'une de ses vidéos qu'il répétait Patience Man, Patience Man, Patience Man. Mais au-delà même du fait que c'est le fait qu'il le répétait autant dans ses vidéos qui m'a amené à créer un fond d'écran avec ce mot-là. Et je l'utilise partout, mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, il y a Patience Man partout. Pour moi, c'est un rappel de peu importe ce que tu veux, ne sois pas pressé dans l'envie d'obtenir le résultat. En fait, pour moi, c'est peu importe l'objectif, peu importe le désir, ne sois pas pressé, vraiment, ne sois pas pressé d'obtenir le résultat. Ce qui est important, c'est le chemin et c'est la transformation, c'est qui tu deviens, c'est qui tu veux devenir. Et ce Patience Man-là, au-delà du fait qu'il vient de Gary Vaynerchuk, vient aussi d'une certaine façon de Jack Ma, qui, lui, dans une vidéo, expliquait qu'il a été rejeté dans presque tout dans sa vie. Il disait qu'il a passé le concours de police, on voulait 29 personnes, ils étaient 30, et que c'était lui le seul qui avait été rejeté. Que KFC est arrivé en Chine, KFC voulait faire des recrutements, il était le seul qui a été rejeté. Et en fait, Jack Ma, c'est pour moi en tout cas un modèle de persévérance. C'est quelqu'un qui a essayé des tonnes de choses et qui en fait n'a pas abandonné. Et pour ne pas abandonner, il n'y a pas que le courage de réessayer. Parce que face à ce qu'on appelle échec, il y a le courage de réessayer, il y a le courage de ne pas abandonner, mais il y a aussi l'envie
de réessayer à nouveau et de tester des choses. Donc pour moi, Patience Man, c'est vraiment ça. C'est sur mon écran pour qu'à chaque fois que je suis en train de bosser, que je suis en train de faire quelque chose et que je suis pressé de ne pas avoir le résultat que je veux en fait, je me rappelle que je dois juste me calmer et il y a une expression en anglais, on dit delayed gratification, que je dois postpone le moment où je célèbre la réussite de ce que je veux obtenir. Donc voilà un peu d'où cette histoire de Patience Man vient pour moi. Super, super. Et tu parles d'essai, tu parles d'itération, parce qu'en vrai, le fait de réessayer à chaque fois, c'est itérer. Et quand on veut atteindre des objectifs, c'est pas une ligne droite. Quand tu réessayes, c'est qu'à un moment, tu as fait des erreurs. Donc, quelles sont les erreurs dont tu es le plus reconnaissant aujourd'hui, déjà? Je ne sais pas, je pense que je ferais une différence entre erreur et échec. Une erreur, c'est pour moi faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et je ne sais pas si dans l'absolu, il y a forcément de leçons à tirer des erreurs. Par contre, je sais qu'il y a des leçons à tirer des échecs. Et je vais définir échec avant de dire les leçons que moi je pense, 3 leçons que je pense pouvoir partager de mes échecs. Pour l'anecdote, actuellement, je suis en train de préparer un livre que je veux dédier à mes échecs. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et j'ai vu que la plupart des gens écrivent sur la réussite et sur leur réussite et que j'ai jamais vu un livre qui a documenté des échecs et qui a dit pourquoi ça a été des échecs et qui a expliqué pourquoi ou qu'est-ce que ces échecs-là ont apporté. Pour revenir à la définition de l'échec ou à ma définition de l'échec, parce que je ne vais pas donner une définition du dictionnaire, c'est le fait d'obtenir un résultat qui est différent du résultat attendu. Okay. Donc, je vais au bac, le résultat attendu, c'est 10 sur 20, ou 12 sur 20, ou 16 sur 20, ou 18, 19, 20 sur 20. Et j'obtiens un résultat 9 sur 20, 8 sur 20, 7 sur 20, qui est différent du résultat qu'on attend de moi, c'est-à-dire 10 sur 20, pour être considéré comme avoir réussi. Donc, une fois que moi, je définis l'échec comme atteindre un résultat qui est différent de celui attendu, ça me permet en fait de remettre toutes mes actions et mes accomplissements en perspective et de me dire, soit c'est le résultat que j'attendais de moi-même qui était trop en déphasage face à mes capacités, soit en fait, qu'est-ce que je peux retenir des efforts que j'ai émis pour avoir le résultat que j'ai obtenu. Donc, pour ce qui est des 3 échecs, enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir les trouver comme ça d'un coup. Et j'espère que Denis va couper cette partie au montage. Mais pour ce qui est des échecs, la dernière en date dont je me rappelle, c'est avoir échoué pendant 2 à 3 ans à courir de façon régulière. Je me suis fixé en 2021, début 2021, l'objectif de courir 365 km l'année à raison d'1 km par jour. Et basé aussi sur des lectures, des principes, il y avait Bruce Lee, l'acteur de cinéma et je ne sais pas, maître d'art martial, qui disait qu'il craint plus l'homme qui a pratiqué un mouvement 10 000 fois que l'homme qui a pratiqué 10 000 mouvements une fois. Et en fait, l'idée c'était juste de pouvoir développer la discipline de sortir de chez moi au quotidien pour courir 1 kilomètre, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois malade, fatigué, en dépression, pas d'humeur ou pas.
Et en fait, j'ai échoué à faire ça 2 à 3 ans. Et ce n'est que cette année, j'ai passé la barre des 365 km à la course. Et en fait, ce que avoir échoué à réaliser cet objectif pendant 3 ans m'a appris, c'est que parfois, en fait, c'est ton contexte et ta situation qui t'empêchent d'atteindre les résultats que tu espères. Étant étudiant, entrepreneur, part de la maison, se réveille à 7 heures, bosse un peu, part de la maison avant 9 heures, arrive à l'école jusqu'à 18 heures, perd un peu de temps avec ses camarades, 19 heures, rentre à 20 heures, doit travailler encore sur des projets d'entreprise et revenir à l'école le lendemain. Intégrer une routine de course dans ma routine quotidienne ou dans mon quotidien était une mission presque impossible. Il y avait tellement de choses à faire que courir était la chose que je sacrifiais d'instant. Mais quand je suis passé en mode employé et qu'aujourd'hui de 9 heures à 17h30, je suis au boulot avec une pause de midi à 13h, midi à 14h plutôt, mon domicile est à 10 minutes de marche de mon boulot. À midi, je peux rentrer chez moi, me changer, courir, me laver et revenir au boulot. Je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas d'employé, je n'ai pas d'heures supplémentaires à faire, je n'ai pas tout le temps à être au qui-vive. À 17h30, le boulot fini, je rentre chez moi. De 17h30 à minuit, j'ai près de 6 heures de temps, 7 heures de temps pour moi tout seul. Je me suis rendu compte que j'ai pu commencer par courir et j'ai pu courir régulièrement 4 fois par semaine, 3 fois par semaine et faire le volume de 365 km. Par contre, je n'ai pas pu courir tous les jours. Et ça, en fait, la leçon aussi là, c'est juste de savoir que at the end of the day, genre, à la fin, en fait, ce qui est important, c'est la discipline de me dire je fais 4 courses par semaine, je fais tel volume de courses et en fait comprendre aussi que en fonction de ta situation, en fonction de ton environnement, en fonction de tes circonstances, il y a certains objectifs que tu vas te fixer qui ne seront pas raisonnables, qui ne seront pas atteignables. Donc, première leçon, d'avoir échoué à courir. Je vais prendre une leçon de ce que je vais appeler un échec entrepreneurial. Lorsque j'ai créé mon entreprise, il y a eu un moment où j'ai dû fermer l'entreprise. Enfin, pas fermer de façon juridique, mais fermer en mode de dire lay-off total, tout le monde, on arrête. On ne peut plus continuer comme ça, l'entreprise ne fait pas de l'argent, nos dépenses dépassent nos entrées et ça fait 6 mois qu'on brûle de l'argent sans entrée. Nous, on est une boîte de service, on n'est pas une start-up, on n'est pas financé, on a besoin de faire du chiffre. Donc, les échecs, je ne sais pas si c'est des échecs, mais peut-être c'est là où c'est des erreurs, ouais, c'est vraiment des erreurs, mais les erreurs que j'ai commises qui ont conduit à l'échec de mon entreprise, c'est un loyer trop haut, je vais rebobiner, mais les erreurs, c'est ne pas mettre la rentabilité au-dessus de tout. Ce que je dépense doit toujours être inférieur à ce que je gagne. Et en fait, cette dépense-là, ça partait dans le loyer qui était trop haut. Et puisque le loyer et l'espace qu'on avait était trop grand, ça faisait que les charges étaient trop élevées. Avoir recruté trop de personnes, penser que dès qu'il y a un besoin d'une compétence, quand on est une petite entreprise, il faut recruter un nouveau profil. Et c'est pour ça, en fait, généralement, on les critique souvent, les petites entreprises, dans leur fiche de poste, on a tendance à voir qu'ils ont besoin d'un couteau suisse, d'une personne qui est community manager, designer, graphiste, développeur, codeur. C'est pas une pratique saine. Mais en fait, quand tu as une très petite entreprise, tu as besoin de gens qui sont polyvalents et qui sont capables de faire beaucoup de choses en une seule fois. Parce que tu ne peux pas recruter une personne spécialiste ou spécifique par besoin au sein de ton entreprise, à moins que ce soit un besoin dont tu as la garantie qui va te rapporter de l'argent. Donc, j'ai recruté trop de monde. J'ai mis trop d'argent dans des choses qui me prennent de l'argent mensuellement, comme le loyer. Et en fait, même dans le management,
Les employés ne sont pas tes amis. Vous ne formez pas une famille. Peu importe la philosophie d'entreprise que tu veux adopter, tes employés ne sont pas les membres de ta famille. Ils ont le droit d'avoir des rêves pour eux-mêmes qui vont au-delà de ton entreprise et ils ont le droit de se choisir et de se préférer sur tout ce que ton entreprise pourrait leur apporter. S'ils ont une meilleure opportunité, à la seconde, ils claqueront la porte et ils s'en iront. Et là, je vais être nuancé dans ce que je dis parce qu'on peut dire si l'environnement de travail est très bien, personne ne laissera l'environnement de travail pour l'argent. Mais ce n'est pas forcément vrai. Et peu importe à quel point tu investis dans l'environnement de travail, à la fin de la journée, si tu as le meilleur environnement de travail et que ce que tu peux payer, c'est 100 000 ou ce que tu peux payer, c'est 52 000 et que la personne a 200 000, 300 000 dans un environnement de travail peut-être un peu plus challengeant, il va partir. Et moi, au début, je n'avais pas la maturité émotionnelle de me détacher de l'affect. J'étais hypé par tout ce qui est style entrepreneurial, le Silicon Valley, nous sommes une famille, etc. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'important d'éviter, je veux dire, ces erreurs. Donc, j'ai parlé de ces erreurs-là qui ont amené à perdre beaucoup d'argent et à devoir arrêter l'entreprise. Et la dernière erreur dont je vais parler, c'est au niveau des relations humaines. À un moment ou à un autre dans la vie, en tant qu'entrepreneur, je parlerai surtout en tant qu'entrepreneur, et peu importe ce qu'on a envie d'accomplir, il faut définir, je vais parler en anglais, when you're ready to leave money on the table. Et si je dois le dire en français, c'est quand tu es prêt à refuser de l'argent pour ton bien-être. Quand on est au début dans l'entrepreneuriat, on a tendance à vouloir prendre tout ce qui vient parce que on va dire on ne connaît pas demain. Et puisqu'on ne connaît pas demain, si le mec il vient, il me demande un projet aujourd'hui et il me dit j'ai besoin de ça pour demain, si je lui dis non, c'est pas bon. Il va plus venir une autre fois, etc., etc. Mais en fait, pour moi, c'est important de définir quand est-ce que je suis prêt à laisser l'argent pour ma santé émotionnelle, pour ma santé mentale, pour ma santé physique. Il faut savoir à quel moment je dis, bon, c'est bien beau, tu me proposes de l'argent, mais ce projet, je ne le ferai pas dans le délai que tu me demandes parce que ça va me rendre malade, parce que je vais veiller, parce que X, parce que Y, parce que Z. Parce qu'à la fin de la journée, si tu sacrifies ta relation amoureuse, si tu en as, si tu sacrifies la qualité de ta relation avec tes enfants, si tu en as, si tu sacrifies la qualité de ta relation avec ta famille, lorsque ton entreprise va te lâcher, tu n'auras pas fait ou entretenu ces relations-là pour que ces gens-là puissent te soutenir. Donc moi, je suis arrivé à un niveau où un jour j'ai été obligé de dire à tous mes employés, bah, on stoppe. Mais si, enfin, mes proches ne m'aimaient pas assez, quand ils avaient besoin de 5 minutes, j'avais un projet. Quand ils avaient besoin de passer un week-end avec moi, je devais répondre à un contrat. Et en fait, lorsque ce truc auquel tu as donné tout de toi te lâche et qu'il n'y a personne humainement qui est là pour toi parce que quand ils avaient besoin de toi ou quand tu devais donner le minimum, tu ne l'as pas donné, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, si je dois résumer les 3 échecs ou les erreurs globalement qui ont conduit à des échecs, c'est ne pas savoir quand laisser l'argent pour choisir sa propre santé mentale, émotionnelle, physique. C'est de prendre de mauvaises décisions dans son entreprise qui vont conduire inévitablement à l'échec de l'entreprise. Et c'est ne pas prendre en compte son environnement, ses réalités, ses contraintes avant de se fixer des objectifs qui vont inévitablement
conduire à des échecs aussi. C'est fort. C'est fort parce que généralement, quand j'écoute quelqu'un, j'essaie de voir dans ses dires si je vois des points de ressemblance avec mon propre parcours. Et franchement, moi, j'ai porté à cette casquette, être employée. Aujourd'hui, je le suis, mais plus en tant que consultante. J'ai entrepris. Et quand je dis entreprendre, c'est faire du freelance sans que ça ne puisse... En fait, on ne peut pas appeler ça du freelance. En vérité, quand tu penses que c'est qu'un freelance qui doit respecter certains trucs, moi, disons que je faisais juste une sorte de prestation de service. Quelqu'un a besoin d'un truc, je peux le faire, je le fais. Mais je ne peux pas dire que je suis freelance à temps plein, quoi. Je fais le truc de manière ponctuelle. En dehors de ça, j'ai vendu des crêpes. Et ça, j'ai dû arrêter parce que des personnes, tout ne dépendait pas que de moi. Des personnes ont donné de leur temps pour faire une identité graphique, par exemple. Ça a fait que j'ai changé le packaging parce que j'estimais que le travail que la personne a fait était d'une qualité suffisamment haute pour que je mette juste un emballage comme ça. Et c'est peut-être ce que les designers graphiques, ou plutôt les designers en général, ne comprennent pas. Ce que vous faites amène même les personnes pour lesquelles vous le faites à revoir la manière dont ils se positionnent par rapport à leur propre produit. Parce qu'ils se rendent compte que si lui, il a pu voir ça comme ça, je considère ça encore mieux. Et je fais plus d'efforts pour que cette vision-là qu'il a eue d'un produit ou bien d'un projet dont je lui ai parlé puisse être perpétuée. Donc à un moment, j'ai senti une sorte de déphasage entre... Ce n'est pas que le truc n'était pas bien, c'était pas que les personnes n'appréciaient pas le produit. C'est juste qu'à un moment, déjà, je n'ai pas mis la rentabilité devant. Parce qu'il faut manger en soi. Il faut pouvoir acheter les emballages, il faut pouvoir... je ne sais pas, il y a toutes ces charges-là. C'est vrai que tu es avec les parents, mais quand tu te mets dans une posture de j'entreprends et je fais comme s'il n'y a pas de soutien, c'était pas rentable. Donc à un moment, tu fais A plus B, tu te rends compte que ça ne tient pas, quoi. Tu peux faire ça à tes temps libres pour donner à quelqu'un et dire que oui, j'ai fait un cadeau. Mais dire que je vends et je ne rentabilise pas, en vrai, c'est pas ça. Donc, en même temps, tu sacrifies beaucoup de choses, tu ne vois plus beaucoup de gens. Les personnes avec qui tu as eu une bonne amitié, une belle amitié, à un moment, parce que tu n'as pas su entretenir ça pour quelque chose qui, au final, ne tient plus la route, ils disparaissent. Et tu ne peux même pas leur en vouloir, parce que c'est juste toi qui n'as pas entretenu la chose. Donc, en soi, merci pour ce partage-là. Merci pour toutes ces leçons, merci pour cette manière de te remettre en question et de garder en fait ce qui est essentiel dans chaque expérience. Et là, nous sommes sur un podcast qui s'appelle 2033. Et moi, j'ai envie de te demander, parce que c'est ça le principe, en 2033, qui est Olafemi? Alors, si tu m'avais posé cette question il y a 5 ans ou même il y a 2 ans, 3 ans, je pense que les réponses que je t'aurais données auraient été très orientées vers des accomplissements financiers, etc. Mais aujourd'hui, en 2033, pour moi, Olafemi est un bon père pour ses enfants, si j'ai la chance d'en avoir, un bon mari pour sa femme, si j'ai aussi la chance d'en avoir, et une personne heureuse et en bonne santé. Heureuse et en bonne santé, bon père de famille et bon époux pour sa conjointe, parce qu'aujourd'hui, je juge que c'est les points sur lesquels je n'ai pas encore acquis les compétences et les notions pour bien performer. Pour moi aujourd'hui, si c'est pour ce qui est de comment est-ce qu'on gagne de l'argent, je sais faire. Comment est-ce qu'on crée de la valeur, comment est-ce qu'on gère une entreprise, je pense en toute humilité que j'ai acquis de l'expérience dans ça, même si j'ai eu plein d'échecs. Ces échecs-là m'ont donné beaucoup de leçons.
Et ça ne veut pas dire que si demain je crée une entreprise, c'est un succès garanti. Non, absolument pas. C'est juste que je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche. Et les erreurs et les échecs que j'aurai, en fait, je saurai comment les gérer parce que j'ai la maturité, le recul, les expériences pour y arriver. Moi, pour ce qui est d'être un bon père pour un enfant, un bon époux pour une femme, une personne en bonne santé et heureuse, c'est des quêtes quotidiennes et ce sera les nouveaux challenges que j'aurai à affronter. Waouh! C'est... En fait, tu l'écoutais en haut, tu te dis, ce gars c'est un vieux. Oui, je suis vieux. Je suis un vieux mec. Ce gars c'est un vieux. J'ai une amie qui m'appelle vieux mec tout le temps. Non, mais elle a raison parce que moi, on est là, vraiment. En fait, des fois, je fais c'est une petite blague que je fais aux gens, mais je leur dis, écoutez les gars, je suis encore en bas de la pyramide de Maslow. Je veux manger. C'est ça mon problème actuellement. C'est un peu encore les trucs de je voyage, je découvre. Ce n'est pas mon problème. Tant que j'arrive à manger, ça va. Ça va. Et au même moment, tu as quelqu'un qui... Tu es jeune. Je suis vieux. Quelqu'un qui a vécu tellement de choses. Mais je pense que le truc avec toi, c'est la manière dont tu arrives à apprendre à chaque fois de ce que tu traverses. Parce qu'il y a des gens, tu peux les taper plusieurs fois, ils vont revenir encore, faire les mêmes erreurs. Et c'est un niveau de maturité qu'on n'a pas tous. Être mature au point de dire, ok, calm down. I've done error, ou bien j'ai fait une erreur, donc il faut que j'apprenne de ça et que la prochaine fois je puisse réussir à obtenir un résultat différent qui se rapproche de ce que j'estime être la réussite. Si j'ai bien compris le truc, la différence entre erreur et échec. Voilà, donc là j'ai une dernière question pour toi. Disons que c'est une sorte de récap. Si, avec tout ce que tu as dit, avec toutes les choses que tu as vécues, toutes tes lectures, tu devais partager tes piliers fondamentaux qui aujourd'hui te leadent dans ta vie, ce serait quoi? Alors, les piliers fondamentaux. En fait, aujourd'hui, avec le recul, on parlait tout à l'heure des erreurs qu'on a fait. Il y a peut-être une que j'ai oubliée, mais qui va nous permettre de définir un des piliers fondamentaux. Et c'est une erreur que je me suis promis de ne plus jamais commettre. C'est que aujourd'hui, je dirais que le bonheur est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. C'est la leçon. Le bonheur est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et moi, j'ai appris cette leçon-là de la manière la plus dure. J'ai une tante que j'aime beaucoup, on dit paix à son âme. Et en fait, je devais aller lui rendre visite. J'ai fait 6 mois sans lui rendre visite et je me disais, j'irai demain, j'irai demain, j'irai demain. Et un jour, on m'appelle, on me dit, oh, la famille, ta tante, elle a fait une crise cardiaque, elle est à l'hôpital, elle va bien, mais voilà, on voulait t'informer. Et je me suis dit, ok, bah, j'irai à la fin de la semaine la voir. Je vais faire le programme, j'irai à l'hôpital lui rendre visite. Et en fait, à l'époque, je courais toujours et j'étais au Bénin. Et un jour, je sortais de la maison pour aller courir et on m'a appelé, on me dit ta tante est décédée. Et en fait, ce jour-là, je crois que c'est le jour où j'ai réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens où il y a cette faculté qu'on a à dire qu'on va faire les choses demain et à remettre les choses à demain comme si en fait la vie nous doit l'éternité et que on pourrait faire les choses quand on veut. Ça, c'est la première erreur que je ne commettrai plus. Quand je veux faire un truc aujourd'hui, si je ne le fais pas aujourd'hui, je sais que je ne le ferai jamais. Je suis convaincu que à la fin de la journée, moi je meurs
Et je fais toutes mes choses en gardant ça à l'esprit. Donc, s'il y a un programme, il y a un objectif, à la fin de la journée, si je ne l'ai pas accompli, I have to be content. Like, je devrais être en paix avec moi-même de ne pas avoir fait ça et prêt à abandonner ce rêve ou cet objectif. Et pour en revenir à l'histoire de ma tante et pourquoi je dis que le bonheur est beaucoup plus accessible, c'est que je m'étais toujours promis que quand j'aurai l'argent, je lui offrirai tel, je lui ferai ceci, je lui ferai cela. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que même Pio Hata, 25 francs, je ne lui ai jamais offert. Parce que je me disais, quand j'en aurai les moyens, je vais lui acheter un pain Vlisco, je vais lui faire tel plaisir, elle sera contente et elle va être contente en fait. Alors que j'aurais pu, en allant à Porte-Novo, acheter un bout de pain de 500 et lui dire, écoute tante, voilà ce que j'ai trouvé sur le chemin, j'ai pensé à toi et je te l'ai offert. Et en fait, j'ai eu très mal de ne jamais avoir su lui démontrer par des actes l'affection que j'avais pour elle et ne jamais avoir pu lui donner quelque chose. Et à son décès, j'ai pris la résolution que désormais, si c'est 1000 francs, j'offre. Si c'est 200, j'offre. Si c'est des cuirs-dents, j'ai trouvé un chemin, j'offre. Et depuis, je me suis rendu compte, en offrant 5000, 1000 francs, 2000 à ma maman, que ces petites attentions-là lui ont procuré plus de bonheur que toutes les autres choses que j'aurais pu imaginer. Et en fait, ça m'a permis de prendre la conclusion et de réaliser que, en fait, le bonheur, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Tu n'as pas besoin d'offrir une Mercedes classe G à ta maman avant qu'elle soit heureuse, tu vois. Et ça, c'est moi la leçon que j'ai gardée de cette expérience. Et ça m'a aussi l'idée sur la deuxième, d'une certaine façon, leçon. C'est que je me suis rendu compte que dans la plupart du temps, nous essayons d'être ou de ne pas être quelque chose, de rendre honneur à quelqu'un, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et nous oublions de vivre. Et pour moi, en fait, une leçon importante et quelque chose que j'aimerais dire aux gens, c'est vivez. Vivez, n'essayez pas de ne pas commettre des erreurs et n'essayez pas d'être parfait dans vos actions. Vivez et apprenez de chaque résultat que vos actions donnent pour avancer. Je ne dis pas de faire des erreurs monumentales, hein, parce qu'il y a des erreurs, tu ne les fais pas 2 fois. Si tu te fais cogner par un camion, enfin, tu ne pourras pas itérer sur cette erreur-là. Mais réellement, c'est de se rendre compte qu'il faut vivre au lieu de vivre pour éviter, je vis pour faire honneur à mon papa, je vis pour faire honneur à ma maman, je ne veux pas être la honte de ci, je ne veux pas être la honte de ça. Il faut vivre. La dernière leçon, tu me la rappelles? Comme toi, tu la connais maintenant. La dernière leçon, c'était la faille de l'accessibilité du bonheur, la faille de vivre, gagner tous les jours. Oui. Et ça, je pense que tu as fait une sorte d'introduction. Oui, par rapport à ça. Donc, la dernière leçon, elle m'a été, je l'ai apprise des nombreuses personnes que j'aimais, que j'ai perdues, que la vie ou la mort a décidé de reprendre ou que Dieu a décidé de reprendre. Et je l'ai aussi entendu de Steve Jobs d'une certaine façon, c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tout à l'heure, je disais que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui est le dernier jour de ma vie. Et je vis avec cette conviction-là depuis bientôt 7 ans, 8 ans. Depuis que je l'ai entendu de Steve Jobs et suite au décès de ma tante. Et en fait, ce que ça change dans ta façon de faire les choses, c'est l'intensité avec laquelle tu fais ce que tu fais. Quand je dis je suis obsessionnel, quand je me mets à bosser, quand je ne m'arrête pas, c'est parce que je me pose souvent la question, étant convaincu qu'aujourd'hui est le dernier jour de ma vie, si je m'arrête maintenant,
est-ce que ce que j'ai à faire là, quelqu'un d'autre pourra le finir? Et parfois, même pour mes clients, c'est est-ce que là où je me suis arrêté là, si le client prend le livrable, il pourra aller au bout de ce qu'il veut faire. Même dans la façon même dans mon travail, la façon dont je livre, quand je livre un client, je ne garde aucun fichier pour moi. Il a accès à un drive, il a accès à tous les fichiers, parce que moi, je suis convaincu que demain, je ne suis pas là. Et il n'y a personne qui meurt demain. Personne n'est jamais mort demain. Tout le monde meurt aujourd'hui. Le jour où on mourra tous sera un aujourd'hui. Pour nous, en tout cas, tu vois. Et en fait, vivre avec la conviction qu'aujourd'hui est le dernier jour de ta vie te permet d'avoir raison le jour où ça arrive. Et ça change totalement ton approche à la vie, ta façon de faire les choses. Moi, je ne dors pas fâché contre quelqu'un. Si tu m'as énervé, et si tu m'as énervé, ça m'affecte, je te le dirai 4 sur table, parce que je ne peux pas me permettre de garder de la rancœur. Je ne peux pas me permettre d'aller au lit, sachant que je vis le dernier jour de ma vie, en sachant que j'ai du ressentiment avec quelqu'un. Ce n'est pas une émotion avec laquelle j'aimerais quitter ce monde. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent quand tu vis comme ça. Si tu es en conflit avec quelqu'un, ça change ton approche. Si tu as un rêve qui est fou, ambitieux, ça te permet de travailler intensément à atteindre le rêve, mais de te détacher de l'objectif. Parce que j'explique. Encore une fois, quand tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, ça te permet de travailler intensément vers l'atteinte d'un objectif, mais d'être détaché de l'objectif. Supposons que j'ai un rêve d'acheter une Mercedes classe G, je dis n'importe quoi, à 160 millions. Aujourd'hui, à la date où nous sommes, je n'ai pas 160 millions pour acheter la Mercedes classe G. Et si c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je veux réellement, je peux penser que ma vie est un échec si aujourd'hui est le dernier jour de ma vie parce que je n'ai pas acheté ce truc que je désire. Mais parce que je travaille intensément et je mets de l'intensité à obtenir les 200 millions ou les 300 millions qu'il me faudra avant de mettre 160 millions dans un véhicule, en fait, certes, je travaille intensément à atteindre l'objectif, mais en même temps, quand je finis ma journée, je me dis, ok, c'est pas grave, on ne l'a pas eu, mais on aura essayé. Et en fait, tu as cette posture de intense pour atteindre, mais quand même détaché. Et lorsque tu aussi, à un certain moment, on a parlé des objectifs, tu sais que ce qui est important, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la Mercedes, c'est qui tu deviens. Tu te demandes, est-ce que la personne que je suis devenue correspond à la vision de moi-même que je veux? Et si je dois ramener ça à la Mercedes, si on doit imaginer l'objectif, ce n'est pas je veux avoir une Mercedes classe G. Ce n'est pas ça l'objectif. Je veux devenir une personne qui a de la classe et qu'on respecte et qui se déplace dans un véhicule qui correspond au niveau de classe qu'il possède. Donc ça, c'est ce que je veux devenir. Et l'un des véhicules qui pourrait correspondre au niveau de classe que je me vois, c'est une Mercedes classe. Je ne sais pas si tu vois. Que j'ai la Mercedes classe G ou pas, ce n'est pas ça qui est important. C'est juste un objectif et cet objectif peut être changé. Mais est-ce qu'à la fin de cette journée, je suis devenu quelqu'un qu'on peut respecter et qui a de la classe sans la Mercedes? Tu vois? Et en fait, pour moi, c'est ça qui est important. Je travaille vers être cette personne-là. Je me suis fixé un objectif qui est monétaire, matériel. Je travaille intensément à l'atteindre, mais je reste quand même détaché du matériel parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui est le dernier jour de ma vie. Donc les 3 grandes leçons, c'est le bonheur est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Vivre tout simplement et vivre chaque jour en étant convaincu que c'est le dernier de sa vie parce qu'un jour, on aura raison.
Franchement, Donc voilà. merci et c'est un grand plaisir de t'avoir eu ici. En fait, tu es comme le vent. C'est difficile de t'attraper. Mais c'est un immense plaisir de t'avoir eu ici et d'avoir, disons, bénéficié, pas juste profiter. Je pense que c'est un gros bénéfice de t'entendre partager ton expérience. Parce que tu as dit que tu aimes partager, mais il y a une différence entre j'aime le faire, j'apporte réellement quelque chose aux gens. Et tu es l'une des personnes, l'un des jeunes que je connais et qui arrive toujours à apporter un plus aux personnes auxquelles il parle. Et ça ne s'achète pas. J'en suis reconnaissant. Merci. Donc, merci infiniment à la famille et merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas, comme je le dis d'habitude, à suivre la famille sur ses réseaux sociaux si vous voulez aussi continuer à apprendre de tout ce qu'il fait. On a appris qu'il y a un livre qu'il prépare, je pense que je serai l'une des premières à l'acheter, Inch'Allah. Qu'il y a un livre qu'il prépare et voilà, merci à vous et donnez-nous de la force. À très bientôt. À très bientôt.